Nous partons en Russie pour ce dernier coup d'éclat pour l'Ukraine. En territoire russe, on va partir à 1000 km de la frontière russo-ukrainienne, à 700 km de Moscou. Vous allez voir l'image dans un instant. D'abord, je vous présente le plateau qui est autour de moi. Aline Lebaï-Kremer, journaliste et cofondatrice du collectif Stand With Ukraine. Le colonel Michel Goya, consultant militaire LCI. Et Christian Megrelis, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev. Merci beaucoup d'être là. On vous parlait de cette image absolument folle. Une première, puisque les Ukrainiens n'avaient encore jamais frappé à Kazan. Vous allez entendre dans la foulée les menaces du président russe. C'était il y a seulement quelques heures. Mais d'abord, regardez cette frappe qui a eu lieu ce week-end. Vous ne l'avez peut-être pas encore vue. Pourtant, tout le monde ne parle que de ce coup. Voilà pour la frappe qui a mis Vladimir Poutine hors de lui. C'est là-dessus que je voudrais vous faire réagir, puisqu'il a parlé dans la foulée de cette frappe. C'était il y a seulement quelques heures et il a promis une réponse. Vous allez me dire s'il faut prendre cette réaction du président russe au sérieux. Écoutez Vladimir Poutine. Quiconque tente de détruire quelque chose dans notre pays, quelle qu'en soit l'ampleur, devra faire face à des destructions encore bien plus importantes dans son propre pays et regrettera ce qu'il a essayé de faire dans le nôtre. Christian Megrelis, est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux? C'est vrai qu'on entend Vladimir Poutine être de plus en plus menaçant, dire que ça ne restera pas sans réponse, que les Ukrainiens regretteront ce qu'ils ont fait. Néanmoins, est-ce qu'on peut arriver à un point de non-retour avec le président russe? Écoutez, Kazan, c'est symbolique pour les Russes parce que c'est la république du Tatarstan, c'est la capitale d'une république musulmane au sud de Moscou. Et ce sont des gens qui, traditionnellement, sont très, très proches du gouvernement russe. Bon. Ils ont une certaine autonomie parce qu'il y a du pétrole, mais le gouverneur, le président de la République, est quasiment nommé par Moscou. Alors qu'il y ait eu cette attaque contre Kazan, ça se comprend. De la part des Ukrainiens, moi, j'aurais eu des cibles pour ne pas bombarder le Kremlin, si je puis dire. Kazan, c'était pas mal comme alternative. Et en plus, ça énerve les musulmans qui se disent, mais alors pourquoi est-ce que ce gouvernement ne nous protège pas? Donc il y avait plusieurs raisons qui ont fait que cette affaire s'est réalisée. Maintenant, que Poutine ne soit mécontent, c'est normal, parce que ses troupes n'ont pas fait le nécessaire pour arrêter les drones. Ils ont des outils pour arrêter les drones, les Russes. Ils en ont même beaucoup. Ils n'ont pas réussi à arrêter cela. Bon. Alors, maintenant, il y a la prestation de Poutine. Aujourd'hui, en Russie, on a des prestations de Poutine pratiquement tous les jours. Et les gens commencent à en avoir un petit peu marre, parce qu'on a vraiment l'impression que... Quand vous dites les gens, vous parlez des Russes? Les Russes, oui. On en a un peu marre, parce qu'on a l'impression que cette guerre est menée par M. Poutine, point à la ligne. Et que alors qu'il y a énormément de gens qui y participent, qui sont mobilisés, et beaucoup qui meurent. Oui. Donc on trouve que la balance n'est pas bien répartie. Alors maintenant, est-ce qu'il va mettre ces menaces à exécution? Évidemment qu'il va le faire. Alors où est-ce qu'il va choisir de frapper? Il faut voir, voilà, quel visage... Ça, c'est son choix, oui. Bien sûr. Pour en revenir sur ce que disait Christian Megrelis, colonel Goya, il disait que finalement la Russie aurait peut-être pu arrêter ce drone. Parce que c'est vrai qu'il est à 700 km à l'est de Moscou, oui, à plus de 1000 km de la ligne de front. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un drone ait traversé toute cette distance sans être arrêté par l'armée russe? Parce que cette distance, c'est essentiellement du vide. Mais effectivement, vous traversez 1000 km, normalement vous devez être vu par radar, et normalement les objectifs possibles
doivent être protégés localement. Vous ne pouvez pas mettre des batteries antiaériennes tout le long sur tout le territoire de la Russie. Donc on protège éventuellement les objectifs. Maintenant, sans doute que les Russes considéraient que Kazan était trop loin, probablement pour constituer un véritable objectif, donc ils l'ont pas spécialement protégé. Alors, je rappelle que dans le narratif, ils disent on l'a détruit, la plupart des drones qui ont été lancés, il y en avait 6, 8 qui ont été lancés, on l'a détruit. Voilà. Mais ça reste quand même effectivement un peu un pied de nez à la défense. Donc du côté ukrainien, oui, on montre qu'on peut taper très loin, on peut taper sur en fait pratiquement toute la Russie d'Europe, où on veut, et que le gouvernement est impuissant à protéger complètement les Russes. C'est ça le message. Après, ce qui est un peu nouveau dans cette affaire, c'est que du côté russe, on en a fait des tonnes sur le fait, ça y est, maintenant les Ukrainiens attaquent directement des civils. Voilà, donc on passe d'une stratégie anti-force, ils tapent des objectifs militaires, à maintenant ils frappent directement des civils. Bon, le problème c'est que, outre qu'il n'y a eu aucune perte civile, oui, il n'y a pas eu de victimes, il faut bien. Et que les images qu'on voit, on voit un drone qui tape sur un immeuble de bureau, comme ça avait été le cas à Moscou précédemment. Même si l'image, c'est vrai, est impressionnante. Oui, voilà, bien sûr, mais c'est tout ce qu'on a, quoi. Ensuite, sur la riposte annoncée par Poutine, qui va faire quoi? Il arrive à lancer des missiles sur l'Ukraine. Il fait tous les jours. Dans cette semaine, il y a eu 500 à 600 drones Shahed qui ont été lancés sur le territoire ukrainien. 500 bombes, 20 missiles. Donc il va faire quoi? Il va faire une nouvelle salve de missiles, mais de toute façon, celle-ci était déjà prévue. Donc en réalité, là, on est bien sûr dans la rhétorique. Et il pouvait difficilement dire autre chose en réalité. Maintenant, il n'était pas forcément obligé de parler, effectivement. Oui, Aline Lebaille-Kremer, c'est ce qu'on disait aussi. Le message envoyé, avant tout, c'est un message envoyé à la population russe pour lui dire « vous ne serez en sécurité nulle part ». Parce que oui, on vise Moscou et on vise aussi Kazan. Oui, mais pas que, parce que Kazan, pourquoi Kazan aussi? C'est qu'il y a des installations clés de l'appareil militaro-industriel russe. Donc probablement aussi qui étaient visées certaines usines qui participent notamment à la construction de missiles, notamment Iskander. Et donc ces jours-ci, et d'ailleurs c'est quand même une stratégie très assumée et efficace de la part de l'Ukraine, c'est de rechercher par des sites clés partout sur le territoire sourde, là où ils peuvent, de toucher des choses à haute valeur ajoutée. Il y a eu des raffineries, il y a une usine chimique. Là, par contre, ça ne ressemble pas vraiment à une usine, dans ce qui a été frappé. C'est là où je voulais en venir. C'est un immeuble de luxe où pourraient aussi vivre certaines figures de cet appareil militaro-industriel. Donc tout ça, c'est considéré par l'Ukraine comme des cibles militaires légitimes. Sachant que, de surcroît, parce que vous parliez de cette région qui en effet est importante pour comprendre ce qu'il se passe, les autorités de cette capitale régionales-là sont extrêmement impliquées dans la répression et les persécutions dans les territoires occupés, notamment à Louhansk, dans l'oblast de Louhansk. Donc il y a beaucoup de couches à cette cible qui, en tout cas, comme l'expliquent les Ukrainiens, est une cible militaire légitime. Donc on n'est pas sur une attaque de civils, on est sur des attaques de cibles militaires à haute valeur ajoutée pour l'Ukraine. Au sujet de ces menaces russes, et notamment celles qui ont été dites par Vladimir Poutine, je voudrais vous faire écouter Kaja Kallas, la chef de la politique étrangère de l'Union européenne et ancienne première ministre estonienne, qui s'est exprimée avec Giorgia Meloni aussi, la présidente du Conseil des ministres d'Italie, qui sont toutes les deux assez inquiètes et qui estiment que la menace russe s'étend. Je pense que ce qui est fondamental, c'est que la Russie représente une menace directe pour la sécurité européenne. Mais la sécurité comprend différents éléments. Et ils sont différents à l'Est, au Sud, au Nord et à l'Ouest. Mais nous pouvons nous attaquer à ces questions si nous agissons ensemble. Je pense qu'il s'agit là d'un point fondamental. Nous devons comprendre que la menace est bien plus vaste que nous ne l'imaginons. Elle concerne notre démocratie. Il s'agit d'influencer nos opinions publiques. Il ne s'agit pas seulement de la guerre en Ukraine sur le terrain. Elle ne s'arrêtera pas. Et nous devons nous y préparer. Il s'agit de la Russie aujourd'hui ou peut-être d'une autre demain. Nous devons comprendre que la paix et la sécurité que nous connaissons depuis des années et qui nous ont été données comme acquises ne le sont plus. Ce n'est pas le cas.
Colonel Goya, est-ce qu'on a assez pris conscience de cette menace, notamment quand on entend Giorgia Meloni, qui n'est pas celle qui est très alarmiste d'habitude. Enfin, elle ne s'exprime pas tous les jours pour évoquer cette menace russe. Là, elle dit bien qu'on n'est clairement pas assez préparé, qu'on n'a pas assez pris conscience de cette menace qui évolue. Ah oui, c'est évident, c'est très clair. Quand vous avez le discours de Munich de Vladimir Poutine en 2008, je crois, où c'est une véritable déclaration de guerre à l'Occident de la part de Poutine. Il dit voilà, nous sommes désormais des adversaires et nous sommes en confrontation. Et on a fermé les yeux, on a ignoré ? Assez largement, oui. Oui. Vous regardez tous les documents, par exemple, de documents stratégiques français, les livres blancs, les revues stratégiques, etc. Quand on regarde le paragraphe Russie, c'est dialogue. Alors oui, attention, alors c'est bon, il faut se méfier, mais on va résoudre ça par le dialogue, jusqu'au tout dernier, avant la guerre en Ukraine. Non, en réalité, nous sommes en confrontation avec la Russie, nous ne sommes pas en guerre. L'Ukraine est en guerre contre la Russie, mais nous, le reste de l'Europe est et les États-Unis sont en confrontation avec la Russie. C'est-à-dire c'est tout ce qui est au niveau du seuil de la guerre, tout ce qui peut permettre de faire mal, de faire pression sur l'autre pour essayer d'avoir des effets stratégiques. Et le plus important d'entre eux, alors ça peut être n'importe quoi en réalité, la seule limite c'est l'imagination. Alors, ça peut aller des sabotages, on a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais le plus important, certainement ce qui a le plus d'impact, c'est l'influence politique. Donc effectivement, on a depuis des années des Russes qui s'insèrent dans les politiques nationales, assez subtilement ou pas d'ailleurs, mais qui mettent du sel sur toutes les crises qu'il peut y avoir. Chaque fois qu'il y a une crise en France quelconque, vous êtes sûr que vous avez quelques jours, quelques heures, même après le début de la crise, vous avez dans les réseaux sociaux, vous avez déjà des messages qui apparaissent, qui sont là pour alimenter la crise, qui sont là pour favoriser des partis qui, au bout du compte, seront plutôt favorables à la Russie, etc. Donc oui, c'est une confrontation qui dure depuis des années avec la Russie, et dans laquelle on peut... il n'est pas question de faire la guerre, mais dans laquelle il faut malgré tout être fort pour s'imposer face à la Russie, pour résister déjà, et pour s'imposer à elle. Donc il y a aussi tout un volet militaire, je veux dire, aider l'Ukraine, ça fait partie de cette confrontation. Le meilleur moyen de faire du mal à la Russie, c'est d'aider l'Ukraine, clairement. Et puis ensuite, oui, il faut être fort militairement, il faut dissuader la Russie de tenter autre chose qu'une autre invasion quelque part d'un pays européen, etc. Et pour ça, il faut aussi faire comprendre à l'Europe que cette menace ne cesse de grandir et de ne pas fermer les yeux, comme en 2008. Mais juste un point, je veux dire, c'est qu'elle continuera toujours, même si la guerre en Ukraine s'arrêtait demain. Imaginez que effectivement la guerre s'arrête. C'est une formule à définir, mais la guerre s'arrête. À la Donald Trump, par exemple. Avec que dans la foulée, on va retrouver des relations normales avec la Russie. Non, c'est fini. Il y a une nouvelle guerre froide, il y a un nouveau rideau de fer, et ça va durer des années. Ouais. Et ça, on le savait depuis 2008. Christian Magrely, oui. Vous étiez d'accord avec Michel Goya quand il disait on a fermé les yeux, on n'a pas voulu la voir, cette menace russe. Ça fait presque 20 ans qu'il nous donnait ces signaux. Oui, mais nous, on avait, je parle de la France en particulier, on avait un peu les yeux de chimène pour la Russie en disant, voilà, ils s'intègrent, ils vont devenir normaux. Voilà, c'était ça. Ils vont devenir normaux, ils ne connaissaient pas Poutine, et ils l'ont découvert petit à petit. Moi, je l'ai découvert avant qu'il prenne le pouvoir, donc je savais que c'était un homme dangereux. Quand il a pris le pouvoir, j'étais très inquiet. Mais pour l'ensemble de la population, c'était un personnage comme un autre, un Russe comme un autre. Il ne se rendait pas compte de la force de sa nouvelle doctrine, puisqu'il fallait remplacer la philosophie communiste par une autre philosophie. On l'a remplacée par la philosophie néocolonialiste, tout simplement. Aline Lebay-Kramer, peut-être une réaction, notamment parce que c'est vrai qu'on se demandait quelle pouvait être la réaction de Vladimir Poutine après ces nouvelles menaces sur l'Ukraine. On a peut-être quelques éléments de réponse si on se penche sur ce qu'avait dit Vladimir Poutine lors de son émission Ligne Directe, regardée par des millions de Russes, c'était jeudi dernier. C'est une émission où il répond pendant 4 heures aux questions de la population russe et des journalistes. Et dans cette émission, il a bien dit qu'il ne s'interdisait pas de frapper l'Ukraine directement avec son fameux missile Oreshnik.
Il n'y a aucune chance d'abattre ces missiles. Et si les experts occidentaux pensent qu'Oreshnik peut être abattu, nous leur proposons le duel technologique du XXIe siècle. Qu'ils choisissent un endroit, un bâtiment, disons à Kiev, qu'ils y concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et de défense antimissiles, et nous les frapperons avec Oreshnik. Et nous verrons ce qui se passe. Et on entendra dans un instant Volodymyr Zelensky qui avait été assez cinglant et qui l'avait insulté, il l'avait traité d'ordure. En revanche, sur la déclaration de Vladimir Poutine, c'est vrai que le missile Oreshnik, en tout cas les Ukrainiens et les Européens aussi, n'y étaient pas du tout insensible parce qu'il avait touché Dnipro et surtout c'est un missile dont on ne connaissait pas encore l'existence il y a encore quelques semaines. Oui, c'est un missile balistique qui n'avait pas sa charge nucléaire, qui a été... qui portait une charge conventionnelle. Voilà. Après, des missiles balistiques, il en tombe sur l'Ukraine assez régulièrement, ce qui est d'ailleurs un scandale en soi, c'est-à-dire qu'ils envoient des missiles balistiques sur des grandes villes. Dnipro, c'est une ville très importante, il y a 1 million d'habitants. Ils envoient sur des agglomérations où il y a des millions de civils qui sont en jeu. Donc oui, il y a de quoi sortir de ses gonds quand on voit finalement le ton qu'emploie Vladimir Poutine, presque badin, peut-être défiant, comme un jeu en fait. Et c'est ce qui a fait énormément réagir les Ukrainiens, que ce soit Volodymyr Zelensky, que ce soit l'ambassadeur ukrainien aux Nations Unies, qui a aussi des déclarations extrêmement fortes en disant on était dans le registre psychiatrique de sociopathie, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement particulier à envisager, encore une fois, comme ce duel high-tech d'envoyer finalement à la mort potentiellement des millions de civils. Toutefois, à noter quand même que ce missile soi-disant inarrêtable, de toute façon, il pourrait l'être. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Ukraine réclame au passage des systèmes de défense anti-aérien de nouvelle génération. Parce que ce missile, il est arrêtable. Il y a un système américain, en tout cas à ma connaissance, qui s'appelle le THAAD. Voilà, le THAAD, qui potentiellement Colonel Goya, vous me disiez que c'est quand même compliqué. Il est arrêtable, mais c'est très cher. C'est quand même cher. Ce système ces systèmes de défense aérienne nouvelle génération, c'est pour ça que ça a été précisé dans les discours ukrainiens depuis des semaines et des semaines. Oui, ils sont chers. Maintenant, ça vaut le coup de protéger des cités où logent des millions de personnes. Donc c'est ça aussi l'enjeu pour Colonel Goya, vous nous confirmez que c'est quand même assez compliqué de l'arrêter, ce missile. Oui, bien sûr, mais employer un missile comme le missile Oreshnik pour faire des frappes conventionnelles sur l'Ukraine, c'est une aberration militaire. Je veux dire, c'est pour le même prix, vous pouvez acheter 10 missiles ou 15 missiles Iskander qui sont prévus pour ça, pour faire des frappes conventionnelles, qui sont beaucoup plus précis, dont les 3/4 passeront malgré tout la défense les 2/3 au moins passeront la défense antiaérienne, et qui feront finalement plus de dégâts qu'un seul missile Oreshnik, dont la seule qualité d'un point de vue tactique, c'est d'être effectivement difficilement arrêtable. Bon, voilà. Mais le but de l'Oreshnik, c'est pas d'avoir un effet tactique, c'est d'avoir un effet psychologique, d'avoir un effet politique. Et à destination des Ukrainiens un peu, à destination de nous surtout, en réalité. C'est-à-dire que la seule nouveauté avec ce missile, c'est que c'est un missile nativement conçu pour porter l'arme nucléaire, c'est-à-dire c'est un missile stratégique qui est utilisé de manière conventionnelle. C'est des choses sur lesquelles on discute depuis des dizaines d'années. Jamais dans les pays occidentaux on avait osé faire ça parce que pour le risque de confusion. Donc il y a vraiment des missiles qui sont destinés au nucléaire et des missiles qui sont destinés au conventionnel. Voilà, on ne mélange pas les deux. Les Russes le font. Là, pour la première fois, un missile stratégique qui frappe. De sorte que c'est aussi un avertissement qui est donné à nous, et particulièrement européens, ce missile. En réalité, c'est un petit missile intercontinental. C'est aussi son deuxième intérêt, c'est qu'il est moins cher qu'un missile intercontinental. Mais il ne peut frapper que l'Europe, pratiquement. De fait, il ne peut frapper que l'Europe. Donc le message est aussi vis-à-vis des Européens, en disant, voilà, c'est le retour au fameux missile SS-20, de la fin des années 70, qui avait provoqué une crise parce qu'il menaçait directement l'Europe, et on se demandait si les Américains, alors qu'ils n'étaient pas directement menacés par ce missile, finalement interviendraient, notamment nucléairement, seraient capables d'utiliser, pour faire simple, d'utiliser l'arme nucléaire alors qu'ils ne sont pas menacés directement sur leur sol. Oui, mais vous le disiez, ce missile-là s'adresse plutôt à nous, donc on doit se sentir maintenant, concerné. c'est quand même les Ukrainiens qui bien sûr, qui sont visés par Vladimir Poutine.